Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. Aujourd'hui, on va dans le sud de la France, du côté d'Arles, retrouver un médecin qui est à l'origine médecin généraliste, qui s'est spécialisé en médecine d'urgence. On s'était rencontrés cet été pour parler de la crise sanitaire en Algérie et on était tous démunis parce qu'on est convaincus qu'on ne pouvait rien faire si ce n'est compatir à distance. Et l'échange qu'on a eu il y a quelques jours de ça m'a réconfortée parce que finalement, on peut faire des choses en Algérie. La preuve en est, vous avez concrétisé de l'envoi de matériel médical et pas qu'une seule fois d'ailleurs. Effectivement, on a fait rentrer du matériel. Pour le coup, on l'a fait rentrer en plusieurs étapes, mais c'était cet été. Oui. Nous avons fait rentrer 1500 kits respiratoires de Boussignac pour justement pallier un peu à l'insuffisance dont souffrent un peu nos hôpitaux et justement pour pallier un peu à cette catastrophe qui est symbolisée par le Covid-19, bien entendu, qui a fait énormément de victimes, énormément de décès chez nos compatriotes. Oui. Et c'est vrai que vous avez à cette occasion, je crois d'ailleurs, créé une association, Jamel, Oui. Algérien Solidaire. C'était pour avoir une structure qui vous permette déjà de collecter des fonds ici en France, et de pouvoir avoir un organisme reconnu, officiel, qui puisse faire rentrer du matériel. C'est comme ça que ça s'est structuré? Oui, c'est comme ça. C'est vraiment parti d'une initiative simple. C'était quand, ici en France, on nous a imposé le confinement et qu'on ne pouvait pas bouger, puis qu'on voyait ces images terribles qui venaient, au départ, qui venaient un petit peu de Chine, puis en France, mais surtout en Algérie, parce qu'on avait un petit peu d'avance par rapport à l'Algérie, de quelques semaines, et puis on s'est interrogé un peu entre amis, entre copains, entre Algériens expatriés, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour notre pays. Et pour rien vous cacher, Samia, nous avons monté cette association qui s'appelle pour l'occasion Covid-19 Algériens solidaires. Et d'ailleurs, elle a tellement rendu service que là, les membres de l'association, on va avoir d'ailleurs un conseil d'administration ce week-end pour enlever le mot Covid-19 de façon à ce qu'elle soit pérenne un peu dans le temps et qu'on puisse venir en aide autant que possible à nos compatriotes algériens. Nous l'avons monté par temps de confinement et d'ailleurs comme ça, hein, par réseaux sociaux, avec images et son, et puis la facilité administrative ici en France fait que nous avions pu tout faire à distance en fournissant nos documents, les pièces d'identité, on a fait une assemblée générale constitutive, on a tout fait à distance, et ça c'est un vrai plus. Je souhaiterais vraiment que l'Algérie puisse évoluer sur ce point-là à ce niveau pour qu'on facilite un peu le travail des uns et des autres. Nous sommes partis d'un volontariat simple, nous avons tous quelque chose en commun qui est l'amour dans notre pays, de notre patrie, et c'est comme ça que nous avons monté notre association. C'est notre but premier, c'est de venir en aide à nos confrères qui souffrent énormément, et je pense que dans le futur, j'espère, Inch'Allah, que cette situation va se régler, nous allons nous organiser, en masse, nous descendrons avec les experts qui voudront bien nous accompagner, d'ailleurs qui seront algériens ou pas, parce qu'il y a énormément de Français et puis de Tunisiens, de Marocains. On en connaît, hein, on en connaît. Parce que, voilà, dans le cadre humanitaire, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de nationalité. Donc tous ceux qui seront de bonne volonté, qui voudront nous aider, on organisera quelque chose, bien entendu, avec l'aval du ministère de la Santé, pour venir aller en Algérie, aller prêter main forte et puis pouvoir voilà, régler des situations peut-être un petit peu compliquées dont il est difficile d'obtenir des prises en charge pour aller se soigner à l'étranger. Donc, on prendra les spécialistes pour descendre en Algérie. C'est vrai que nous avons un grand pays, mais nous allons le faire voilà, nous allons, j'espère, l'organiser sur le temps et puis nous irons là où il y aura besoin et puis là où on nous acceptera. L'Algérie est un pays qui fait 5 fois la France, il est énorme. L'organisation du système de soins, elle est un peu compliquée, un peu pyramidale. Moi, je suis originaire du sud du pays, je suis originaire de Ouargla. Quand les choses deviennent difficiles, où est-ce qu'on va? On va à Alger. Et puis Alger, c'est un peu la capitale et elle se trouve un peu embolisée par tous les cas
difficile, moins difficile d'ailleurs. Et je pense que nous devons d'aider notre pays de telle façon à ce que le soin puisse être accessible. Comment choisir les villes et puis les centres hospitaliers? Une vraie question à laquelle je n'ai pas de réponse. Je pense que c'est un travail de réflexion que nous devons mener, pas tout seuls, mais avec d'autres acteurs. Et comme vous l'avez proposé, Samia, nous sommes vraiment, nous serions heureux d'être partie prenante de ce que vous proposez comme une plateforme d'entraide entre associations qui veulent faire du bien au pays et puis qui veulent présenter leur aide à ceux qui sont nos frères de sang, nos frères et sœurs de sang, et de tout, quoi. Hein. Nous sommes des Algériens expatriés. Hein. Moi, j'ai grandi en Algérie. Moi, mon sang est algérien. L'Algérie m'a rendu médecin. Moi, j'ai quitté l'Algérie le lendemain de mon doctorat de médecine, mais c'est l'Algérie qui a veillé sur moi. Et donc, je me dois de donner le maximum que je peux donner pour mon pays. Et je suis fier et je suis certain que ce point de vue, je ne suis pas le seul à le porter. Mais le choix, pardon, des villes et des centres hospitaliers, oui, c'est un point sur lequel on devrait certainement parler tous ensemble, parce que là, je vois, euh, moi, je me suis efforcé dans mon association avec les membres qui m'accompagnent de faire quelque chose qui s'étale sur toute l'Algérie. Et ça a été un vrai défi, parce que nous avons fait arriver nos valises respiratoires jusqu'à Ain Ghazam, Bourj Baji Moukhtar. C'est un vrai défi. Maintenant, comment est-ce qu'on peut s'organiser? Une bonne question. Je pense que nous avons du pain sur la planche, Ouais. comme on dit, et puis ouais, un beau travail de réflexion. Moi, je ne vous cache pas, parce que nous sommes tous des Algériens, et puis nous voyons un peu le pays comme il est en train de tourner depuis des années. Et c'est vrai que la rupture de confiance, je dirais, euh, dans le système, elle est réelle. C'est quelque chose de palpable. Et nous le voyons auprès de nos donateurs qui nous disent: est-ce que vous êtes certain que le matériel que nous allons, ou l'argent que nous allons vous donner, le matériel que vous allez acheter, est-ce que vous êtes certain qu'il va arriver aux hôpitaux? Est-ce que vous êtes certain qu'ils vont arriver, qu'ils vont bénéficier aux malades algériens, quels qu'ils soient? C'est une question très légitime. Nous, au départ, franchement, on a serré les poings et puis on s'est dit, allez, on fonce parce que là, les gens sont en train de mourir et puis rien ne nous bloquera. Et on a poussé les portes et puis les portes se sont déverrouillées assez naturellement. Nous sommes rentrés par la voie administrative officielle. On a été, parce que le siège de l'association est à Marseille. Donc, je suis allé voir le consul général de Marseille. J'ai demandé audience. Il m'a reçu. Je lui ai présenté l'idée, le projet. Bon, ben, il m'a regardé et puis je l'ai regardé. J'ai dit, écoutez, moi, je suis algérien, j'aime l'Algérie. Je suis touché et je veux aider mon pays. Et je pense qu'il y a une relation de confiance qui s'est tissée entre deux hommes, entre deux compatriotes. Bien que moi, je suis dans mon élément, je suis docteur, je suis président d'association. En face, j'avais un consul général qui représentait un pays. Mais je pense qu'on avait quelque chose de commun, c'était l'amour de l'Algérie. Et voilà, et il nous a aidés, il nous a dit, écoutez, faites les choses comme il faut. On a écrit un courrier, on a sollicité le ministère de la Santé, on a sollicité surtout notre partenaire qui est l'association des oulémas musulmans en Algérie, qui ont été aussi de leur côté voir le ministre de la Santé, et puis les choses se sont faites assez naturellement. Et je pense que le contexte, il est différent de par le passé. Aujourd'hui, l'Algérie est confrontée à une crise, enfin pas que l'Algérie, mais le monde entier. Mais l'Algérie, elle a été frappée de plein fouet. Et je pense que moi, je serais ministre de la Santé. Face à une telle crise, je ne peux pas dire non, je mets des restrictions ou ce matériel-là, je le confisque et puis je vais le distribuer comme je veux. Il y a il y a une telle demande, une telle pression. Et je pense que le ministre de la Santé, que je ne connais pas personnellement, mais c'est un docteur. Et je pense que chez le docteur, il y a quelque chose d'humain. Il y a l'humain qui passe avant tout. Et je pense qu'il a bien compris, enfin, on a bien compris ce message, donc ça a facilité un petit peu les choses. Et notre matériel est arrivé aux quatre coins de l'Algérie. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à se rendre sur les réseaux sociaux, notamment pour le dire, soit YouTube, soit Facebook, pour voir un peu les vidéos
surtout Facebook, les vidéos qui nous ont été transmises et qui sont sur notre site. Il y a des témoignages de médecins, il y a des témoignages de familles, des témoignages assez poignants d'ailleurs. Et c'est pour ça que, je ne vous cache pas, quand on a fait les 1500, quand on a fini cet acte 1, de faire arriver 1500 kits respiratoires en Algérie, on était tellement fatigués, lessivés, parce que les lourdeurs administratives qu'on a pu avoir ailleurs, hein, en Chine, à Taïwan, en France, parfois même en Algérie, même s'il y a un décret d'État qui dit que partant de Covid, rien n'est soumis à taxes ou quoi, ça a été quand même assez difficile pour notre partenaire de faire sortir un peu le matériel du port, mais il l'a sorti quand même. Et finissons cet acte, ce premier acte, on était complètement lessivés, et puis on s'est dit, allez, on se repose maintenant, c'est bon, la pandémie, elle va se terminer, mais pas du tout en fait. On est passé de la première vague à la deuxième vague, et là on s'est dit, c'est pas possible, on ne peut pas se permettre de se reposer. Et là, nous avons enchaîné, tant plus que nos confrères nous demandaient un peu plus de matériel, un peu plus de kits respiratoires. Et là, on s'est dit, allez, osons, passons de 1005 à 5000. Et j'ai bon espoir qu'on arrivera à 5000. Et le choix des CPAP Boussignac, par exemple, moi qui ne suis pas médecin, mais c'était un choix, c'était une proposition, il y avait une raison pour que ce soit votre choix se porte initialement sur ce matériel-là plutôt qu'un autre? Alors, ce matériel-là, il est très spécifique. Moi, je suis urgentiste de formation et j'ai travaillé pendant bien des années au bataillon des marins-pompiers de Marseille, et puis au SAMU de Marseille. Et je me rappelle, quand ces kits respiratoires sont arrivés en 2003, il me semble de mémoire, je les avais manipulés en 2003 ou 2004, je ne me rappelle plus, il y a de cela 16 ou 17 ans, et elles étaient magiques. On les utilisait dans le cadre de l'insuffisance cardiaque gauche. C'était l'OAP, l'œdème aigu du poumon, des gens qui mouraient étouffés quasiment par inondation parce qu'il y avait de l'œdème qui sortait des vaisseaux et puis qui inondait les poumons, donc les gens ne pouvaient pas respirer. Et puis avec ces kits respiratoires qu'on connectait à des obus d'oxygène, de l'oxygène comprimé, on arrivait quand même à ventiler ces gens-là avec une pression forte, bien sûr un débit contrôlé, mais quand même une pression forte. On arrivait à les arracher à la mort. Les patients passaient de la couleur bleue, livide, pâle, à une couleur rosée. Vous voyez les gens revivre. Et arracher quelqu'un à la mort, c'est vraiment impressionnant. C'est une petite valisette qui doit faire 30 cm sur 30, dans laquelle il y a 5 articles. Il y a le masque facial, il y a la valve de Boussignac, qui est vraiment une valve simple. Elle fait quoi? Elle fait 4-5 cm à peu près, et dans laquelle il y a des microcanules, ce qui fait que quand on envoie de l'oxygène là-dedans, il y a un système de turbulence qui fait que l'air arrive avec une certaine pression, et comme c'est un système qui est ouvert, donc même s'il y a une grande pression, on n'arrivera jamais à provoquer des lésions pulmonaires. Ça, il n'y en a pas, parce que le système, il est ouvert et il est plafonné. Donc avec la valve de Boussignac, après, il y a un filtre, et puis il y a un manomètre, un débitmètre, et puis juste des petits tuyaux pour conduire de l'oxygène. Et donc, voilà, on se raccorde à l'arrivée d'oxygène, et le tour est joué. Donc, c'est vraiment quelque chose de simple. Pourquoi cette valise? Pourquoi ce kit respiratoire? Eh ben, on se rappelle tous que quand il y a eu cet événement-là, l'Algérie, comme d'autres pays, ont été confrontés à un problème de respirateurs. Pas seulement l'Algérie, mais également la France. Nous sommes en Europe, aux États-Unis d'Amérique, tout le monde a été paralysé parce que les respirateurs, il faut du temps pour les fabriquer. Il n'y en avait pas de disponible. On se rappelle encore qu'il y avait du matériel qui a été acheté par un pays pas très loin, l'Italie, qui est notre voisin. Le matériel devait transiter, il y avait des masques essentiellement, et devait transiter par les aéroports français. Bon, il y a eu une OPA de la France sur ce matériel-là. D'ailleurs, ça a été un poids d'achoppement entre États voisins. Et donc, il y avait une grande pression, une grande demande. Et partant de là, il y a eu une communication à laquelle nous avons été très attentifs, une communication d'une société savante qui s'appelle la Société de réanimation de langue française, la SRLF en France, qui a dit:
attention, nous utilisons des respirateurs, parce que c'est une nouvelle maladie, on est en train de la découvrir. 40% des gens qu'on intube et qu'on ventile et qu'on met sous respirateur mécanique, on est en train de les perdre. Il y a 40% de décès. C'est énorme, on n'a jamais vu ça. Et ils ont dit, écoutez, euh, il y aurait peut-être une alternative à ça. C'est la CPAP de Boussignac. C'est ce kit respiratoire. Et nous l'avons utilisé et franchement, nous avons des résultats qui sont bouleversants, qui sont spectaculaires. Et quand il y a eu cette publication qui a été faite, nous, on a sauté sur l'occasion et on s'est dit, mais notre salut viendra de là. Et du coup, nous avons repris un petit peu tout ce qui a été fait sur la CPAP de Boussignac. Nous avons pris contact avec le laboratoire qui les commercialise, qui les fabrique, qui les commercialise. Et on les a sondés, on a vu combien de stocks ils avaient. Et là, on a écrit aux États, nous avons écrit au président de la République, nous avons écrit au président algérien, nous avons écrit au président tunisien, mais nous avons écrit également au roi du Maroc. Pourquoi? Parce que ici en France, on vit en communauté, on ne vit pas entre Algériens, on vit entre Maghrébins. En gros, nous faisons partie de la communauté nationale, mais par proximité culturelle, tout ce que vous voulez, on est plus proche de nos... nous vivons tous en France, hein, nous sommes français, mais nous avons quelque chose de commun, quelque chose de plus fort. Et donc, nous avons écrit au pays du Maghreb. Et de là, elle est partie cette idée-là. Donc, nous avons eu un retour essentiellement de la Tunisie. L'Algérie, au départ, elle a été très réticente. On n'a pas eu de retour. Et d'ailleurs, on a dû forcer un petit peu le verrou comme ça, hein, en allant voir le consul. Et puis, en envoyant notre partenaire local qu'on a dû choisir sur une liste de 3, parce qu'au départ, on nous disait pour les partenaires algériens, il faudra choisir entre le Croissant Rouge algérien, l'association des savants musulmans algériens et puis les scouts musulmans algériens. Donc voilà, on nous a dit que c'était les seuls qui pouvaient vraiment tenir ce rôle-là et les seuls qui sont connus, reconnus, qui sont agréés par le ministère de l'Intérieur. Donc on a été, on s'est dit, écoutez, nous sommes devant une catastrophe, allez, choisissons un des 3 et puis notre choix est tombé sur l'association des savants musulmans algériens et puis c'est comme ça que finalement nous avons pu faire parvenir ces valises. Donc c'est parti vraiment d'une observation scientifique, de constatation de gens dans le domaine qui prennent en charge des patients graves, qui nous a profité et nous avons été les initiateurs de ce projet en Algérie. Et d'ailleurs, toutes les associations qui travaillent actuellement en Algérie, comme la nôtre, qui sont dans l'humanitaire, tous les hôpitaux algériens leur demandent des valves de Boussignac. Et je pense que nous avons fait une publicité énorme pour les laboratoires Vigon, pas pour faire de la publicité, mais en tous les cas, ils ont un matériel magique qui ne coûte pas cher et qui permet de sauver des vies. Donc, à partir de là, voilà, on a mis ce qu'il fallait. On a été sollicité nos compatriotes. Il n'y a pas eu que des compatriotes qui ont donné, même les Français. Moi, j'ai des amis, des collègues qui ont donné et tout le monde a été heureux. Là, techniquement, sur l'axe que vous aviez appelé l'acte 1, vous aviez envoyé l'équivalent de combien de CPAP de Boussignac? 1500. 1500. On est en plein sur l'évolution, le développement de l'acte 2, c'est ça? C'est ça. Qui consiste voilà, l'acte 2, c'est 5000. Nous sommes fixés à un objectif de 5000. On a pu avoir une convention avec les laboratoires Vigan pour acheter les kits à 170 €. Et pour 5000, ça fait quelque chose comme 865 000 ou un prix comme ça, juste imaginaire, quoi, un prix colossal. Mais bon, on y travaille. C'est pas simple, parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons collecté quelque chose comme 40 et quelques mille €. C'est pas énorme, mais nous avons des promesses. Nous avons des promesses. Nous avons des gens qui ont vraiment la main sur le cœur, des gens qui aiment ce pays, des gens qui veulent faire du bien, et j'espère bien que nous arriverons assez rapidement à passer commande, parce que même pour... Alors, une particularité quand même, parce que ce matériel,
n'est pas disponible en quantité en France et il va falloir qu'on patiente le temps de la fabrication. Ça prend à peu près 6 semaines et j'ai bon espoir qu'on y arrivera. En tous les cas, même si on n'arrivera pas à collecter 5000, on collectera ce qu'on peut, 1000, 2000, 3000, bon, bah, on fera notre maximum. Au départ, on s'est fixé comme objectif de ne faire que ce matériel-là. On s'est dit, on se spécialise dans ce matériel-là, et jusqu'ici, on n'a fait que cela. Ceci étant, quand on entend nos collègues des hôpitaux algériens qui se plaignent de ne rien avoir, ils n'ont pas des pousse-seringues électriques, ils n'ont pas de produits, ils n'ont pas d'anticoagulants, ils n'ont pas de seringues, des choses basiques, des médicaments. Moi-même, à titre personnel, j'ai perdu mon père l'année dernière Allah yarhamou, à l'hôpital de Ouergla, et il avait une pathologie pour laquelle je devais prendre des avis neurochirurgicaux avec des biopsies un petit peu spéciales. Je suis monté à Alger avec des galères de transport et j'ai pu voir un petit peu ce qu'avait l'hôpital et ce qu'il n'avait pas. Et les réanimateurs de l'hôpital de Ouergla, ils m'ont demandé énormément de choses. J'ai pu descendre ce que j'ai pu, mais franchement, c'est jamais assez. C'est jamais assez, c'est énorme. Et je pense que nous allons changer un peu de braquet. Non seulement nous allons bien entendu finir ce projet de CIPAP de Boussignac, mais je pense ce dont aura besoin l'Algérie, les hôpitaux algériens, bon, bah, on le fera. Aujourd'hui, si vous donnez autre chose, bien sûr qu'on s'efforcera de le descendre. Après, il y a des exigences en matière étatique, c'est que quand vous voulez faire descendre du matériel médical surtout, il faut qu'il soit neuf ou stérile. L'Algérie n'accepte pas du matériel d'occasion, n'accepte pas du matériel usé, et ça pose un peu problématique. Mais là, en tous les cas, au jour d'aujourd'hui, on ne fait que la CIPAP, et assez rapidement, je pense que nous allons nous ouvrir un peu à tout ce qu'il y a autour. Mais ce qu'il y a autour, le matériel qu'il y a autour, il faut qu'il soit neuf. On veut faire du bien, on est déterminé à faire du bien. Et je pense que quand on veut faire du bien, on y arrive. Ce que j'espère, c'est que dans l'avenir, les autorités algériennes facilitent vraiment l'action des associations humanitaires. Notre pays, bien qu'il soit riche, parce que ça c'est une question qui revient souvent dans les questions qui nous sont posées sur les réseaux sociaux, notre pays est riche, mais il y a un constat. Le constat, c'est que les hôpitaux sont pauvres. La preuve en est, c'est que nous avons un président de la République qui est malade, il va se soigner à l'étranger. Ça veut dire que nous n'avons pas les moyens réels, il faut dire les choses comme elles sont. Nous n'avons pas les moyens de prendre en charge notre président et nos compatriotes. Et je pense que les autorités algériennes devraient ouvrir un peu les portes, pas pour ouvrir les portes, mais pour faciliter un peu cet élan de générosité, d'entraide entre Algériens. Nous, ce qu'on donne, on ne le donne pas à l'État. L'État, il est riche, ses caisses sont pleines, mais c'est les hôpitaux. Nous, on donne au peuple algérien. Bah, pour donner au peuple algérien, on donne aux hôpitaux, parce que c'est là qu'on les reçoit. Donc, j'espère que les autorités algériennes s'ouvriront davantage pour le futur, de telle façon à nous faciliter un peu les actions de bienfaisance que nous voulons bien mener auprès de nos compatriotes qui sont dans le besoin. On reste déterminés, on est complètement désintéressés, nous sommes des volontaires. Moi, j'ai ma famille, alhamdoulilah, ici, je suis bien, je manque de rien, mais ma famille en Algérie, comme toutes les familles algériennes, manque de ce confort-là. Et on voudrait tellement leur faire du bien qu'on est capable de leur donner tout ce que nous avons. Nous, ce que nous faisons, c'est du volontariat, on prend de notre temps. Moi, j'arrête les consultations avec mes patients de telle façon à pouvoir traiter des mails ou des factures ou des commandes à faire, de telle façon à acheter le matériel pour le faire entrer en Algérie. Donc, on prend sur notre temps personnel pour pouvoir l'offrir à l'Algérie. Nous en sommes fiers. Donc, il faudrait juste que les interlocuteurs qui sont nos ministres, qui sont nos compatriotes avant tout, il faudrait qu'ils aient cette oreille attentive
à cette simple demande et qui vient un peu à l'entraide de nos compatriotes. Merci beaucoup, docteur Zekri. Vraiment, merci du côté de Arles. Merci pour ce décor magnifique de montagne, qui n'est pas du tout un décor naturel, malgré ce que je pensais. Jamel, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose, s'il vous plaît? Je voulais vous dire merci beaucoup, Samia. Franchement, merci beaucoup parce que vous êtes coordinatrice des efforts qui sont faits pour l'Algérie et je pense que nous sommes beaucoup à vous être reconnaissants. Merci pour cette plateforme que vous allez lancer de façon à nous rassembler pour faire du bien à notre pays. Nous sommes partants, nous sommes volontaires pour mettre la main dans la main avec tous les Algériens, avec tous les compatriotes qui sont là, pour aider notre population qui a grandement besoin. Merci de nous avoir offert cet espace-là pour chanter ce cri du cœur et pour dire merci aussi à tous nos amis, tous nos compatriotes qui, en France ou ailleurs, nous ont fait confiance et nous ont donné de leur argent pour acheter ces kits respiratoires qui ont permis de sauver des vies, qui permettront, Inch'Allah, de sauver des vies, parce que les applications, ce n'est pas seulement pour le Covid-19, mais les applications, elles sont également pour les pathologies de tous les jours. Oui, et Jamel, je vous autoriserai, docteur Zekri, à préciser une chose. Il n'y a pas de petits dons. Souvent, on hésite en disant, il n'y a pas de don, c'est le geste qui compte, vraiment le geste. On était tous en train de se dire ce que je disais en début d'interview, qu'est-ce que je peux faire? Et on ne savait pas comment faire. Là, on vous donne la possibilité, on peut faire. Donc, il n'y a pas de petits dons, personne ne vous jugera sur la nature du don, le montant du don que vous faites. C'est juste de penser à l'autre. Comme vous l'évoquiez, on a tous de l'autre côté une bonne partie de notre famille et de notre cœur. Ils ont besoin de nous. Donc, en d'autres temps, on serait les vols, et j'espère que les vols reprendront bientôt, mais c'est une manière de leur dire on les accompagne dans cette souffrance, parce que je pense que, et je touche toujours du bois, on est effectivement dans un certain confort et à l'abri, mais j'ose plus aller sur les réseaux sociaux parce que tous les jours, je lis l'hécatombe que le lourd tribut que payent entre autres effectivement les professionnels de santé sur tout le territoire national algérien, malheureusement souvent pour des problèmes de manque de matériel. Effectivement. Juste peut-être un dernier mot, Samia, parce que vous parlez de petits dents. Je me rappelle de cette scène, parce que j'ai vécu une scène qui me dresse encore aujourd'hui la chair de poule. Face à moi, à mon cabinet, j'ai un patient d'origine algérienne et qui a vu un peu mon appel aux dons sur les réseaux sociaux. Donc, je connais la situation sociale et économique. Et je sais qu'il n'a pas beaucoup de ressources. Qui vient me voir et qui me dit, docteur, avec mon frère et avec d'autres, nous avons collecté un peu d'argent. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est pour pouvoir acheter un kit respiratoire. Et il y avait 200 euros. 200 euros, c'était le prix d'un kit dans le cadre de l'acte 1, qui a été révisé par la suite, qui a coûté moins, mais il a ramené 200 euros. Et moi, ils ont gagné moins au mois. Il a donné la moitié de ce qu'il pouvait gagner. Et ça m'a énormément touché. Je n'en ai pas dormi de la nuit. Pour vous dire que les gens sont capables d'enlever de leur bouche leur dîner et le donner à leurs compatriotes, à leurs frères algériens. Et je pense que c'est énorme. Donc, il n'y a pas de petits dons, il n'y a pas de limite. Nous, on reçoit des dons de 10 euros et franchement, il y a une baraka que je ne pouvais pas imaginer avec les dons de 10 euros. Donc, pas de limite pour faire du bien. Et merci beaucoup parce que là, je suis un peu pris par l'émotion. On va finir sur une note positive. On va saluer très chaleureusement tous les gens qui nous verront, les encourager évidemment à donner, saluer votre famille, vos proches et les nôtres de manière étendue en Algérie, leur souhaiter plein de choses, de belles choses, en leur disant qu'on est là pour eux. Et puis, allez, on va se lancer un défi, mais je pense qu'il sera réalisable comme la collecte pour l'acte 2. On ira à Ouargla ensemble, d'accord ? Avec plaisir, Samia. Vous serez la bienvenue, très bienvenue. Merci beaucoup, docteur Zekri. À très bientôt.